Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 28 octobre 2024. On fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser Render aujourd'hui. Je remets du coup en jeu AR contre Chiliz. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Également, on fait un petit point copy trading rapidement. On a eu quelques TP ce week-end, un sur BGBETH, un sur Sol. On avait eu des TP en fin de semaine et sur nos nouvelles stratégies SPT qui tournent sur les contrats PERP, on a enchaîné aussi également pas mal de TP. Donc ce sont des stratégies en fait qui vont essayer de capturer de gros mouvements, de grosses amplitudes. C'est-à-dire que par exemple, ils vont enchaîner 2, 3 pertes d'affilée, des fois 4. Et le cinquième trade, par exemple, c'est un trade qui capture un mouvement d'amplitude très important, qui récupère les pertes des 4 précédents trades plus des gains derrière. Donc c'est pas une stratégie qui gagne souvent, mais lorsqu'elle gagne, elle fait très mal et justement elle est configurée pour essayer de capturer de gros mouvements avec des amplitudes assez fortes. En tout cas, vous avez tous les backtests si jamais, toutes les performances. On va continuer de publier tout ça. On va essayer également de faire des rapports, je pense au moins trimestriels sur les performances du copy trading. Ça viendra bientôt. Et bientôt, je ferai une nouvelle vidéo. En tout cas, ceux qui veulent rejoindre le copy trading, je le rappelle, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette petite page. Vous avez encore quelques semaines, je pense, pour essayer de récupérer les 20 USDT instantanément qui vous sont offerts par BitGet. Donc, vous cliquez sur ce lien ici. BitGet obtient 20 USDT. Vous cliquez sur participer, ça va vous demander tout simplement de vous inscrire, donc vous mettez email, mot de passe, créer un compte, et ensuite il vous suffit simplement de valider le KYC quand vous serez connecté sur la plateforme, donc votre identité, et troisième étape, effectuer un premier trade de spot ou futur de n'importe quel montant pour obtenir 20 USDT. Donc par exemple, si vous rejoignez le copy trading, dès que sur le copy trading, ça va exécuter un trade sur votre compte, automatiquement, vous allez pouvoir obtenir les 20 USDT et vous seront distribués à la fin de la campagne. Elle dure jusqu'au 31 décembre, donc n'hésitez pas à en profiter. Il y en a que pour les 500 premiers utilisateurs, vous êtes déjà pas mal à l'avoir fait, donc dépêchez-vous si vous voulez justement avoir vos 20 USDT. Et vous pouvez les retirer, c'est pas du bonus de trading. Vraiment, vous pouvez les retirer quand vous le souhaitez. Ensuite, pour configurer le copy trading, alors vous cliquez sur ce deuxième lien juste ici, rejoindre copy trading, ok. Vous remplissez ce petit formulaire, ça vous prend 1 minute, prénom, email, identifiant BitGet qui se trouve sur votre tableau de bord et c'est composé uniquement de chiffres. Sinon, dans la vidéo du copy trading juste ici que je vous invite à regarder, je vous montre où est-ce que vous pouvez retrouver votre identifiant BitGet. Et je vous invite à regarder cette vidéo, c'est important, c'est pour configurer le copy trading en fait sur votre compte. J'ai oublié de le préciser, mais quand vous allez cliquer sur rejoindre, vous allez recevoir par mail l'accès à la plateforme de copy trading. Et ensuite, vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading. Et aussi, s'il vous plaît, très important, rejoignez le Discord, c'est hyper important. Ça vous permettra d'avoir accès au Discord, de pouvoir poser vos questions, mais surtout d'avoir les résultats journaliers, aussi de lire les témoignages copy trading, des performances des membres si vous le souhaitez, et aussi d'avoir un suivi des stratégies. Des fois, il y a des maintenances parce qu'on met en place de nouvelles gestions de risques, etc. pour vous aider. Et aussi, posez vos questions si jamais vous n'avez pas trouvé réponse à votre question sur le Discord en amont. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Alors, on va commencer avec le Bitcoin ici. Donc, on va regarder un petit peu la clôture mensuelle. Weekly, pardon, juste ici, clôture hebdomadaire. Donc, pour l'instant, on fait une clôture sous le plus bas précédent. On enchaîne encore les sommets précédents. À un moment donné, il va falloir aller s'attaquer à cette trendline baissière ici, qui couvre énormément de stops au-dessus des 74 000. Je pense que le marché attend le résultat des élections, très probablement. Donc là, ça devrait être dans peut-être 10 jours, quelque chose comme ça. En tout cas, ce sera début novembre, ce sera la semaine prochaine. Je pense qu'on attend cet événement. Mais voilà, pour le moment, voilà, on clôture sous le sommet précédent. Bon, rien de très très dramatique pour l'instant, j'ai envie de dire. À noter que la semaine dernière est une bougie qui close en High Resistance Liquidity Run, c'est-à-dire qu'elle prend tous les stops derrière elle, ok. Donc ça peut être une bougie de reversal ici, il faudrait voir si on confirme ça cette semaine. Personnellement, je pense que le marché ira péter la TH au mois de novembre. Je pense que c'est ce qui est le plus probable maintenant au vu de tout le travail qui a été fait en amont. Je le rappelle, en mensuel, on a comblé toute l'imbalance précédente, on a chassé tous les lots, on accumule une énorme trendline ici. Donc on peut se dire que Bitcoin a de l'intérêt à d'abord aller péter les 74 000. Après, si on fait un rejet, bon bah ça on verra, mais si on fait une réintégration de cette consolidation, ça on verra bien. Mais ouais, dans l'idée, c'est de se dire que les 74 000 sont probables. Après, encore une fois, il va falloir y aller. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais bon, la clôture weekly indique plutôt une bougie de range. De rejet et de range en même temps. Donc le plus bas de la semaine dernière à 65 250 et le plus haut de la semaine dernière également à 69 700 $ environ. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé une imbalance weekly ici. Ça, on va y revenir très probablement. La précédente imbalance weekly était juste ici. Elle a été maintenue parfaitement pour nous faire un nouveau sommet. Donc, il ne faudrait pas être étonné si cette semaine, peut-être en début de semaine, c'était le scénario que j'évoquais la semaine dernière justement,
une semaine où on crée l'imbalance. Ensuite, cette semaine, du coup, on va chercher l'imbalance. Ok, donc on va sous les 65 200 $. On fait une petite frayeur pour venir dans l'imbalance weekly. Et je pense qu'on pourra en profiter pour venir également dans cette imbalance daily, donc sous les 64 700. Et ensuite, semaine prochaine, accélération, élection, bam, breakout, direction 74 000. Dans l'idée, c'est simple, c'est de se dire, pour ceux qui ont une vision moyen terme, si vous voulez avoir une idée de la direction du prix du Bitcoin pour ces prochaines semaines, tant que Bitcoin ne s'installe pas sous cette imbalance weekly, donc sous les 64 400, c'est-à-dire que la semaine prochaine, si on n'a pas clôturé sous les 64 400, il y a plus de probabilité d'aller déloger le sommet des 69 500 et du coup d'essayer d'aller s'occuper de cette trendline baissière qui pour l'instant est intacte. Je vous rappelle qu'il y a deux trendlines parce qu'il y a deux structures différentes. Je vous les montre rapidement. Il y a cette première structure qui était le premier M-top qui a eu une rupture de sa trendline. On a eu un rejet, là, un break, un pullback. Et on a la deuxième trendline qui vient faire face avec cette structure baissière. Donc je prends ce sommet et ce sommet ici. Donc là, on avait ce M-top, tac, 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 ok. Et là, on avait celui-ci, tac, 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 qui a bien été confirmé. Et du coup, c'est cette trendline qui est en train de rejeter le prix ici. Vous voyez, le rejet est parfait. Dans l'idée, ce serait justement de s'occuper de ce break. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. On est dans une zone où si Bitcoin veut maintenir une dynamique baissière, c'est-à-dire former encore un sommet descendant, il est dans la zone parfaite pour le faire. Ok. Mais bon, dans l'idée, je pense pas qu'on soit... Enfin, pour moi, tant que cette imbalance weekly ne saute pas, je vois pas pourquoi on va pas aller s'occuper des 74 000. Ça me paraît peu probable. Après, si l'imbalance weekly, elle saute, je changerai totalement d'avis. Et je pense qu'il faudra spéculer bearish probablement au moins jusqu'aux 58 000, voire peut-être plus bas. Donc, c'est pour ça que ça va se jouer ici. Ok, donc ça, c'est pour le daily. C'est un petit peu l'idée de la chose. Également, on en a parlé, tant que le prix ne s'affranchit pas de l'imbalance en daily ici, ce sera compliqué d'essayer d'aller faire un nouveau sommet. Donc, pour l'instant, on voit qu'on respecte parfaitement cette imbalance daily ici. On n'arrive pas vraiment à s'installer au-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sera le cas? Faudra voir. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et quand on regarde un petit peu le graphique ici en horaire, pareil. Vous voyez directement les points d'intérêt du prix. Pour moi, il y a ces sommets juste là. Il y a ce qu'on appelle le Previous Weekly High. Donc, c'est le sommet de la semaine dernière. C'est ce que je vous ai montré à l'instant. Ici, au-dessus des 69 566. Et on a le Previous Weekly Low qui couvre l'imbalance weekly. Et on a également ce low qui couvre l'imbalance daily. Donc, on a quand même deux gros points d'intérêt qui sont là. Et ici, ok, donc sommet à 69 566 et les plus bas à 65 222 et 64 771. Il y a de grandes chances qu'on aille taper ces points d'intérêt, très probablement. Par exemple, si on veut nettoyer un petit peu avant d'aller s'occuper de péter la résistance, moi je ne serais pas du tout étonné qu'on aille faire un petit tour sous ces lows ici, que là on retrouve de la force et qu'on aille péter l'ATH, ok. C'est un peu l'idée que j'ai. Ce que je surveille ce matin, c'est quoi? C'est cette imbalance baissière qui a été retravaillée. Hop. Et pour l'instant, qui rejette le prix parfaitement. Vous voyez comment c'est très précis, clôture parfaitement sous l'imbalance, enfin dans l'imbalance, rejet. Et ce qu'on voit également encore, c'est maintenant une nouvelle imbalance baissière juste ici, qui est respectée pour l'instant. C'est ce que je vais surveiller ce matin. Si on s'affranchit de cette imbalance, donc des 68 100 $, je m'attendrai à ce qu'on prenne le sommet des 68 300 et qu'on essaye de push jusqu'à ces deux sommets ici, qui sont intacts et qui couvrent des stops de vendeurs. Ce sera l'intérêt du prix d'aller se faire les 68 841 et puis pourquoi pas ce qu'on appelle le Previous Weekly High. Mais dans l'idée de se dire ok c'est bullish, généralement quand c'est bullish c'est mieux de d'abord aller taper au sud, comme ça en fait on décharge le train. Et parce que là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du long ce week-end, on nettoie ces gens-là, comme ça les gens en début de semaine ils sont bearish, on fait un début de semaine baissier genre lundi, mardi, et ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, bam, on pète au nord. Et il y a des news échos qui peuvent aller dans ce sens-là, je m'explique. Lundi, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a rien. Mardi, il y a des datas sur le travail, mais ce n'est pas les plus importantes. Mercredi, on a des premières datas qui sont intéressantes. On a les premiers chiffres du PIB américain. Ce n'est pas le PIB final, c'est les premières datas. On a également les premières datas du NFP. Ça, c'est intéressant également. Ensuite, je vois personne qui en parle, mais pour moi, c'est probablement la news la plus importante. C'est la décision des taux d'intérêt au Japon. C'est hyper important parce qu'actuellement au Japon, en fait, vu que les taux étaient hauts aux États-Unis, ce qu'ont fait les institutions américaines, c'est aller emprunter de l'argent au Japon directement et transformer tout simplement ce qu'ils ont emprunté au Japon en dollars. Ok. Et en gros, ce qui se passe derrière, c'est que vu qu'au Japon, ils avaient des taux négatifs, t'empruntais un taux négatif ou un taux très faible, genre proche de zéro,
Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des actions. Sauf qu'actuellement, les actions, elles sont en train de consolider depuis plusieurs mois. Il n'y a plus trop de nouveaux sommets qui sont en train de se faire. Ou alors, ils sont très légers. En fait, si vous voulez, au cours des précédents mois, la progression des actions, c'était ça. Et là, actuellement, on est dans cette phase où ça range un peu. Vous voyez, ça a du mal à monter. Et les taux au Japon étaient très bas. Et là, les taux au Japon sont en train de monter. Vous pouvez me dire, oui, mais tonton, les taux, ils sont passés de... Alors, je ne sais plus exactement. Je l'ai juste ici. Les taux, ils sont passés de moins 0,1 à 0,25, c'est pas la fin du monde. En fait, si vous calculez en pourcentage, c'est énorme. Calculez la différence, je ne parle pas en points d'augmentation, je parle en pourcentage. Moins 0,1 déjà, 0,1, l'augmentation en pourcent, elle est énorme. Et de 0,1 à 0,25, l'augmentation en pourcent, elle est super à 100%. C'est énorme. Sur des sommes à plusieurs centaines de milliards, voire milliers de milliards, ça fait énormément d'intérêts qui n'étaient pas payés. Et c'est pas très grave de payer des intérêts quand les actions continuent de performer, mais quand les actions, elles se mettent à consolider et que toi, tes intérêts augmentent, là, tu commences à avoir de la pression et c'est ce qu'il faut surveiller. Si au Japon, ils continuent de monter leurs taux, ça va créer beaucoup de pression sur les institutions américaines qui ont investi au Japon, justement, enfin, qui ont fait des emprunts au Japon. Et c'est ce qui fait que là, on pourrait se retrouver avec une grosse pression. Alors, il y a peu de probabilités qu'ils augmentent leur taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'inflation au Japon, là, elle est en train de diminuer ici. Donc là, ça commence à diminuer. Donc, je pense pas qu'ils vont augmenter leur taux, honnêtement. Ça diminue bien. À part s'ils veulent mettre de la pression sur les États-Unis. Mais bon, je pense que la Fed leur met beaucoup de pression pour pas augmenter leur taux. Je pense qu'il y a eu des accords ou autres. Ça m'étonnerait que le Japon mette un couteau dans le dos aux États-Unis. Mais bon, si jamais ça arrive, sait-on jamais. Mais ils n'ont pas trop de raisons. Par exemple, hein, si l'inflation était en train d'augmenter, là oui, je me dirais, bon, il y a des chances d'augmenter les taux. Et également, pourquoi ils n'ont pas trop intérêt à monter leurs taux? C'est parce que leur PIB, ici, est vraiment limité énormément. C'est-à-dire que là, quand vous regardez au Japon, ils sont sur un PIB négatif. Ils sont en récession, en fait, au Japon, ici. Donc, le fait d'augmenter leurs taux, ça les met encore plus en difficulté, parce que plus tu augmentes les taux, déjà qu'avec des taux proches de zéro, ils ont du mal à avoir une croissance du PIB, vous vous doutez bien qu'avec des taux qui augmenteraient, ça serait encore plus catastrophique pour eux. Donc c'est une économie qui est assez compliquée, l'inflation qui persiste, qui commence à diminuer un petit peu, mais un PIB qui est très bas. Donc ouais, ils ne sont pas en position de pouvoir monter leurs taux, mais ça reste quand même à surveiller, donc ça sera la data importante. Par exemple, si la Banque du Japon n'augmente pas ses taux, le marché pourrait très bien le prendre, le marché des assets à risque, et se dire, OK, on a encore du temps devant nous, avant que peut-être le Japon augmente ses taux, et ça pourrait donner un petit peu de confiance dans les assets à risque. En tout cas, moi, je vois personne en parler, mais je pense que c'est l'une des datas les plus importantes cette semaine. Bien sûr, avec jeudi, corps PCE aux États-Unis. On a également inscription chômage. Bon, ça, c'est comme d'hab. Cette data, honnêtement, j'ai pas assez de recul dessus, il faudra regarder. Et vendredi, on a l'une des datas également les plus importantes de cette semaine, c'est le NFP. NFP, c'est super important. C'est des datas un petit peu sur le chiffre du travail et on va pouvoir voir justement s'il y a toujours de la création d'emplois ou non, si la création d'emplois ralentit, augmente, etc. Enfin, si, oui, les offres d'emploi, entre guillemets, augmentent ou ralentissent. Et ça, c'est super important dans un contexte éventuellement de récession. Donc, on a une semaine qui est assez chargée en termes de news. Donc, attendez-vous à ce que lundi, mardi, on ait probablement le fake move, ok, pour faire une livraison de prix mercredi, jeudi, vendredi, plutôt jeudi, vendredi. Ok, donc on peut s'attendre peut-être à un fake move lundi, mardi, mercredi. Donc par exemple, si on est bullish, on voudrait que le fake move il soit d'abord baissier lundi, mardi, mercredi. Comme ça, jeudi, vendredi, on prend un contre-pied, on finit la semaine dans le vert, par exemple. Ou alors, par contre, si c'est lundi, mardi de cette manière-là, ça pourrait indiquer que c'est le fake move d'abord en début de semaine, on aurait une semaine dans le rouge. Ok, donc c'est pour ça que ce début de semaine va être important. Souvent, dans des grosses news comme ça, il y a souvent des fake moves, grosso modo. Dans l'idée, là, pour l'instant, pour moi, tant que le prix ne résout pas cette imbalance baissière, et pareil, ne résout pas cette imbalance baissière ici, je m'attendrai éventuellement à juste surveiller un petit peu là l'imbalance haussière qui va se former juste ici. Et en fait, il y en a beaucoup qui me disent, oui, tonton, tu parles beaucoup d'imbalance, c'est quoi, etc. Il faut savoir que les imbalances, si vous voulez, c'est un décalage entre l'offre et la demande, et ça laisse des traces de à quel endroit il y a eu, à un moment donné, par exemple, un gros décalage du prix. En fait, ce gros décalage du prix, il n'est pas causé par n'importe qui, ça va souvent être causé soit par du market making, des institutions, etc., etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça laisse des traces de où est-ce qu'on a eu beaucoup de demandes, où est-ce qu'on a eu beaucoup d'offres. Et est-ce que cette trace qui a été laissée est respectée? Par exemple, ici, on voit qu'il y a un décalage du prix qui est assez important. Ça, c'est pas Monsieur A et Monsieur B en vendant 200 balles qui ont fait ce décalage. Non, là, on parle de centaines de millions, voire des milliards de dollars sur contrats dérivés, probablement sur le spot, qui ont causé ce décalage. Et est-ce que du coup, ce décalage du prix est respecté? Pour l'instant, oui. Ce qui fait qu'ici, il y a eu une offre importante, il y a eu de grosses ventes, qui pour l'instant, cette zone, et en fait, si vous voulez, le marché vient combler cette imbalance, donc vient exécuter des ordres ici. C'est un peu comme un gap, si vous voulez, dans un concept de marché algorithmé. L'algorithme, en gros, verrait qu'ici, il y a comme un gap qu'il faut venir combler, il faut venir apporter des ordres.
ça a été fait, et une fois que c'est fait, est-ce que c'est maintenu, oui ou non? Là, pareil, on a un petit décalage. Et c'est simplement de voir est-ce qu'il y a des décalages haussiers ou des décalages baissiers. S'il y a des décalages baissiers et que les décalages baissiers sont respectés, bah, le marché a plus de chances de baisser. S'il y a des décalages haussiers et que c'est les décalages haussiers qui sont respectés, il y a plus de chances de monter. Par exemple, vous regardez le prix en daily, qu'a fait le Bitcoin pendant plusieurs semaines. Ici, il y a un décalage baissier. Ah, il n'est pas respecté. OK, on crée un décalage haussier. Ah, le décalage haussier est respecté. OK, on passe dans un environnement bullish. On crée encore un énorme décalage haussier. Est-ce qu'il est respecté? Bah, jusqu'à preuve du contraire, oui, parce qu'il n'a pas été travaillé. Ensuite, il y a un décalage haussier encore une fois ici. Est-ce qu'il est respecté? Oui, on continue d'aller plus haut, etc., etc. Jusqu'à ce que le marché fasse des décalages haussiers de moins en moins importants. Là, il y en a un qui est très petit, il n'est pas respecté. Et là, on commence à avoir un premier décalage baissier qui est travaillé. Si ce décalage baissier est respecté, par exemple, on risque très probablement d'aller ramener le prix, cette fois-ci, sur ce qu'on appelle des sell stops, donc des plus bas daily, tout simplement. C'est pour ça que je regarde beaucoup ces décalages de prix, parce qu'ils donnent énormément d'informations. C'est très con, c'est très simple, mais ça fonctionne très très bien, et ça permet de se donner une idée du prix. C'est pas juste pour dire imbalance par-ci, imbalance par-là, non, c'est vraiment un concept qui donne beaucoup d'informations sur le prix, et je vous invite vraiment à regarder ce que fait le prix. Alors nous, on a un indicateur d'ailleurs qui vous est proposé juste ici. Vous pouvez essayer nos indicateurs TradingView qui va vous montrer directement toutes les inefficiences, donc les imbalances qui se forment si vous avez du mal à les identifier. Donc moi je le retire parce que je les identifie, je veux pas les avoir sur mon graphe, mais bon, si vous avez du mal, vous pouvez tout simplement cocher ici, surligner l'imbalance initiale, et en gros l'indicateur va s'occuper de les tracer pour vous. Et là vous pouvez voir directement, vous voyez où réagit le prix. Là il y avait un imbalance haussier, le prix a réagi dedans, c'est un décalage haussier, ok, on va chercher plus haut. Là il y a un décalage baissier, le prix réagit dedans, peut-être qu'on ira chercher plus bas. Je sais pas si on va aller plus bas, ok. Mais si ce décalage baissier ici est respecté, c'est de voir si, par exemple, là, un décalage haussier se forme. Donc là, si on clôture comme ça, il y en aura un. S'il n'est pas respecté, c'est que ce décalage haussier n'est pas respecté, ce décalage baissier est respecté. Donc on a des chances de dump. Et après, là, il y a un autre concept ici où on pourrait former ici un éventuel breaker. Et là, ça confirmerait, à mon avis, que le prix ira retravailler ce décalage haussier, donc dans les 67 000, 67 300, voire plus bas, parce que là, on commence à accumuler énormément de stops, et donc ça ira chercher nos points d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est important. Je vois beaucoup ce commentaire revenir de « ouais, c'est quoi une imbalance, pourquoi tu parles de ça, machin ?» Bah c'est ça. Mais bon, c'est encore plus complexe que ça, mais bon, déjà, là, je pense qu'avec ces explications, vous pouvez comprendre un petit peu. Voilà, je voulais revenir dessus, donc bon, c'est ce que je vais surveiller, je vous invite à faire de même. Concernant ETH, perso, mon avis n'a pas changé sur ETH, ce qu'il a fait, c'est baissier, jusqu'à preuve du contraire, dans le sens où, pour moi, là, ce fake out, prise de stop d'un sommet mensuel dans une imbalance, et là, voilà, encore une fois, vous avez un décalage mensuel qui est assez important. Là, il y a un décalage mensuel qui est important, pour l'instant, il est respecté, donc si, tant qu'il est respecté, le prix a plus d'intérêt, enfin, a plus de, comment dirais-je, de probabilité éventuellement à, du coup, au mois de novembre, aller s'attaquer au plus bas du mois d'octobre, et pourquoi pas au plus bas de septembre, au plus bas d'août et au plus bas du premier trimestre de 2021, et pourquoi pas aller chercher ces gros décalages haussiers qu'on a eu ici. Ok, donc de 1700 balles jusqu'à 2000 balles. En tout cas, pour moi, tant qu'on ne pète pas cette imbalance mensuelle, avec ce qui a été fait ici, c'est-à-dire le fake out, piéger tous les acheteurs, et là on a ce qu'on appelle un displacement, on vient péter le dernier creux, et on a une accélération où il y a un décalage baissier, un deuxième décalage baissier. Là, quand je parle de décalage, je parle bien d'imbalance, mais peut-être que décalage, ça sera plus simple pour vous à comprendre. Bah là, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a des décalages haussiers. Non, il n'y a que des décalages baissiers. Et le dernier décalage haussier, il est ici. Pour l'instant, vous voyez, on est en train de le travailler parfaitement. On a clôturé dessus. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on s'en sert comme point de résistance? Ça, on verra bien. Et du coup, vous voyez, le prix, on en avait parlé la semaine dernière, est bien venu chercher le bas de ce triangle. Okay, et donc, si on a eu un fake out ici, tant que le marché ne recasse pas, on peut s'attendre éventuellement à ce que le prix, par exemple, puisse faire une prise de stop ici, parce que là, on a une candle range, une bougie de range ici. On peut s'attendre à une prise de son plus haut, pourquoi pas, pour venir dans ce décalage baissier, donc du coup, cette imbalance baissière. Et si on se fait rejeter, bon, bah là, on s'attendra à ce que ça pète, et pourquoi pas à ce qu'on aille chercher tous les stops qui sont en train de s'accumuler ici. Donc, il y en a un paquet, hein, il y en a sous les 2120, il y en a sous les 2312, sous les 2146, sous les 2067. Et donc, dans l'idée, ce serait de travailler le gros décalage aussi que je vous ai montré, de 1700$ jusqu'à 2000$. Et ça pourrait être une fenêtre de bottom pour Ethereum, par exemple. Ok, donc, bon, faut pas crier victoire trop vite pour les vendeurs. Hein. Pour l'instant, ça reste de la contraction avec un premier échec. J'ai déjà vu hein, des fake-out suivis de vrais break-out. Ça arrive. Donc, ça sera à surveiller. Mais bon, dans l'idée, là, c'est de se dire qu'on travaille toujours cette inefficience haussière et que si vraiment elle saute, attendez-vous à une livraison de prix sous le plus bas de la semaine dernière, donc sous les 2377. Et puis après, vu tous les stops qu'on a, dans l'idée, hein, ça serait d'aller se faire la base de cette consolidation, donc là, sous les 2112$. Et du coup, d'aller récupérer le support des 2000 balles. On est en train de voir ici hein, pour avoir ce qu'on appelle consolidation, manipulation,
oui, consolidation, manipulation et ensuite réintégration, expansion. Ok. J'ai pas plus de choses à dire sur OTH. Et du coup, pour finir, on va parler de Render. Alors, Render ici, qui est un asset qui est extrêmement surveillé. J'aime bien son narratif, franchement. Honnêtement, maintenant, ce qu'il fait graphiquement, c'est pas top. Pourquoi? Parce qu'on a consolidation, manipulation, expansion. Et oui, malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Je vous en parle souvent de ce concept qui fonctionne très bien. On a eu une grosse base de consolidation ici, vous voyez. Cette consolidation, malheureusement, a été soldée par une phase qu'on appelle de manipulation, c'est-à-dire en fait la prise des stops des extrémités. Et le marché en fait est venu prendre les stops aux extrémités au nord. Et donc ça, c'est signal baissier. Il faut surtout pas faire ça. Si on y va, faut breaker. C'est-à-dire que grosso modo, si on a un break, il faut venir retester et très vite accepter au-dessus. Là, on voit qu'il y a un break et une réintégration. Donc consolidation, là, on a ce qu'on appelle la manipulation avec la prise des stops ici. Et ensuite, on a la réintégration / expansion. Et très souvent, l'objectif de l'expansion, il est très simple, c'est d'aller se faire des creux et souvent, c'est la base de la consolidation. Donc là, ça serait d'essayer d'aller s'offrir un plus bas sous les 3,41. Et en fait, si vous voulez, là, il y a tous ces stops qui sont intacts. Ça m'étonnerait qu'on n'aille pas chercher tous les stops ici, vous voyez. Là, je pense que la chute n'est pas finie. On voit également que le prix respecte les imbalances baissières. Là, on voit qu'il y en a une ici, qu'on est venu dedans. Pour l'instant, c'est en train de nous rejeter. Vous voyez, c'est très précis, hein. Mais là, on avait un imbalance baissier, donc un décalage baissier. Le prix est revenu dedans. Et là, il est en train de rejeter. Donc, est-ce qu'il va continuer de rejeter? Ça, il faut voir. Mais bon, dans l'idée, c'est de se dire qu'il y a peu de chances qu'on laisse tous ces stops intacts. Alors, je ne sais pas si sur les contrats dérivés, ça a été pris ou non. Il faut souvent regarder les contrats dérivés. Ce n'est pas le spot le plus intéressant sur ce genre de décalage. Sur les dérivés, non, on voit qu'on s'arrêtait un petit peu avant. Voilà, il y a peu de probabilité de laisser ça intact. On va regarder si en weekly ou en mensuel, on a des objectifs de prix. Ouais, là, en weekly, vous voyez, il y a deux plus bas weekly à les taper. Ça m'étonnerait qu'on s'arrête là. En mensuel, bon, bah, le plus bas, par contre, il y a un plus bas mensuel qui a été pris. Là, c'est intéressant. Donc, on est censé voir si je mets, par exemple, un petit trait ici et que je mets ma souris en 1 heure. Voilà, vous voyez la livraison de prix, comment elle est parfaite avec un rebond, mais je pense pas que ça va suffire, honnêtement. Là, on a sorti tous les vendeurs ce week-end, on a accumulé beaucoup de stops. Je pense que ça va jouer la continuation baissière, malheureusement, sur Render. Et je m'attends au moins à ce que le prix fasse un décalage, là, honnêtement, sous cette mèche. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a le plus bas de la semaine dernière, ce qu'on appelle le Previous Weekly Low. Et en fait, on pourrait, par exemple, cette semaine, faire un piège, c'est-à-dire, piège baissier, on prend le plus bas de la semaine dernière, on prend cette zone de stop, et là, il y a une grosse réaction du prix pour former un creux ascendant. C'est tout à fait possible. En fait, surveillez bien la réaction du prix sur les 4,72. C'est en gros la zone parfaite pour essayer de former un creux ascendant et prendre un contre-pied. Et en fait, avoir une énorme structure d'accumulation ici sur Render pour repartir au nord et aller se faire le sommet là, des 13,88. Pourquoi pas? Par contre, si le prix ne réagit pas, donc, par exemple, c'est quoi à réagir? C'est faire un décalage haussier. S'il n'y a pas de décalage haussier, c'est qu'il n'y a pas de pression acheteuse sur ce marché, entre guillemets, et que du coup, il pourra baisser jusqu'au prochain point d'intérêt, qui sera donc les 3,41 $. Dans l'idée, ce serait par exemple de faire comme sur Bitcoin en septembre, c'est-à-dire de revenir chercher l'avant-dernière bougie baissière, donc là sous les 4,12. Donc en fait, par exemple, si le prix vient faire ça et là il réagit très bien, on pourrait avoir exactement la même chose que sur Bitcoin. Je vous montre, on va aller sur les dérivés, on va aller sur BitGet. Par exemple, ici, vous voyez, là, il y a eu cette grosse mèche ici qui est venue nettoyer tout le marché. Le prix est revenu chercher l'avant-dernier plus bas. Le dernier, c'est lui. L'avant-dernier, c'est lui. Vous voyez, on est venu chercher l'avant-dernier plus bas et on est reparti dans l'autre sens. C'est ce que Render pourrait faire. C'est pour ça que je vous invite à surveiller ce niveau. Ça va vraiment être un niveau extrêmement intéressant ici pour ne pas aller chercher le plus bas, parce qu'au bout d'un moment, le marché, à un moment, il forme des creux ascendants. On n'est pas obligé d'aller chasser tout le monde. Mais très souvent, moi, c'est ce que j'appelle ici. Vous avez le dernier creux, là on a plein de creux intermédiaires. Le marché il vient chercher tous les creux intermédiaires et en fait il forme un deuxième creux ascendant plus haut que celui-ci et ensuite il prend à contre-pied. Parce que sinon il y aurait toujours des prises de stop dans tous les sens et on pourrait pas avancer. C'est pour ça que là voilà, il y a pour moi un énorme point d'intérêt ici à aller se faire au 4,11 tout simplement. Une fois qu'on a pris celui-ci, là ça serait la chance de Render de pouvoir bien réagir et je vous dirais même surveiller le seuil médian de ce mouvement. De cette mèche, pardon, ce serait un gros niveau si jamais il y a un décalage du prix là aux environs des 3,77, mais voilà, grosso modo entre 4,10 et 3,77, c'est une très bonne zone pour essayer de poser un bottom sur Render et prendre à contre-pied tout le monde. Si ça réagit pas ici, ça viendra chercher l'objectif final de consolidation, manipulation, expansion, et ça sera sous les 3,42. Quoi qu'il en soit, si vous avez des convictions, mettre des buy limits ici c'est intéressant, mettre des buy limits sous ce plus bas c'est intéressant, et je vous dirais même, pour être honnête, là, sous cette mèche, vous voyez, on a énormément de stops qui s'accumulent. Ce serait dans l'idée de foutre des buy limits également ici, sous les 3,22,
Donc dans cette zone. Quoi qu'il en soit, si vous avez un biais bullish, enfin, si vous avez des convictions dans Render, je vous le dis honnêtement, acheter spot sous 4,43 et sous 3,27, honnêtement, c'est des bons prix. Hein. C'est des bons prix. On voit également, vous voyez que ça couvre ici une belle imbalance. Donc pareil, gardez du cash si possible. Si jamais ça chute dans cette zone, ça peut être extrêmement important. Ce serait un peu pour moi, je pense, les chutes finales avant de vraiment marquer un bottom définitif et de repartir dans l'autre sens. De toute façon, là, je pense qu'il faut des convictions, il faut rester patient et plus ça baisse, si vous avez la possibilité, moi je suis pas fan de ça, mais ceux qui font du DCA, faut continuer de DCA tout simplement. Moi je le fais pas parce que je suis vraiment pas fan. Mais je peux comprendre quelqu'un qui a des convictions, qui va acheter de plus en plus fort. Mais pour moi, si vous faites du DCA, faut déjà vous fixer une limite. Par exemple, je vais pas investir plus de 1500 balles, parce que le DCA pendant un an à coût de 1000 $ par jour, enfin par mois, pardon, ça peut vraiment tuer un capital. Je pense qu'il faut se fixer une limite et il faut investir plus lourd, plus bas. C'est-à-dire, vous mettez pas 100 balles à chaque fois, plus ça baisse, plus vous mettez 100 balles. Non. Vous mettez plus gros, plus bas. En gros, vous fixez une limite. Par exemple, je vais investir 1500 grand max, ou je vais réinvestir 1500 et après, j'investirai plus jamais au-dessus de ce montant-là. Et en gros, vos 1500, vous les découpez, par exemple, premier ordre, 100 balles, deuxième ordre, 200 balles, troisième ordre, 300 balles, quatrième ordre, 400 balles. Pourquoi? Le fait de faire ça, ça va drastiquement baisser votre prix d'entrée. Quelqu'un qui investit par palier, par exemple de 4 ordres et qui met les mêmes montants, sa moyenne va se retrouver au milieu de ces ordres. Ok? Et ça, c'est pas la meilleure méthode pour fonctionner. Par contre, si quelqu'un va tout simplement mettre 4 ordres, mais qui va mettre, par exemple, 100 $ ici, et là, il va mettre 200, et là, il va mettre 300, et là, il va mettre 400, sa moyenne, elle sera beaucoup plus basse. Elle sera peut-être quelque part par là, ok? Alors que celui qui investit les mêmes montants, sa moyenne sera plus haute. Ça sera la moitié, en fait, des 4 ordres, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de mettre plus lourd, plus ça baisse, mais sans dépasser un investissement max. Parce que accumuler un marché qui baisse, c'est prendre le risque d'attendre des mois et des mois, voire des années avant que ça se relève. Et ça, c'est dommage, ça bloque du cash pour rien. Alors que si on se fixe une limite et après on n'y touche plus, là, c'est intéressant. Donc moi, c'est ce que je vous inviterai à faire. Pour l'instant, malheureusement, ce graphique est toujours baissier. En prise de stop, continuation baissière, je pense qu'on peut s'attendre à les récupérer au moins sous les 4 $. Après, on verra si le prix réagit. S'il ne réagit pas, attendez-vous à une grosse prise de stop ici de toute cette consolidation et du plus bas du premier trimestre. Donc, en gros, les 2000 $ d'équivalent ETH, c'est à peu près les 3,28 $ d'équivalent sur Render. Donc, je pense que si ETH va sous les 2000 balles, Render viendra probablement sous les 3,30. Et sur une capitulation finale, on pourrait targeter un bottom entre 2,60 et 3 $. Je sais que ça ferait encore ici une baisse d'environ 35 à 45%, mais ça me semble réaliste, faut pas l'écarter. Je dis pas que ça va arriver, mais faut pas l'écarter, il faut s'y préparer. Si ça arrive, faut avoir du cash pour acheter cette zone qui me semble être intéressante. Maintenant, pour les objectifs haussiers, c'est très simple. Imaginons qu'on est bottom ici, je ne sais pas, ça se trouve on a bottom. Je prends ce plus bas, ok, je prends le plus haut, je fais des extensions. Donc là, on aura un objectif en cas de nouvel ATH entre 20 $ et 23 $. Également, je vous fais un petit objectif. Imaginons que ça, c'est notre structure de bottom. Je vous donne un peu des objectifs haussiers. On aurait premier objectif 9,96 $, deuxième objectif 14 $ et le dernier objectif tape dans l'autre objectif précédent entre 20 et 25. Donc on dirait bien qu'en cas de nouvelle ATH, on a vraiment des raisons de penser que Render peut aller entre 20 $ et 24, voire peut-être même plus haut si jamais. Et là, je vous donne des gros objectifs si jamais Render, ça devient... Alors déjà, il y avait ce premier objectif qu'on a atteint parfaitement, vous voyez. Cette structure haussière est venue livrer le prix entre 5,08 et 6,28. C'est pas anodin, ça arrive très souvent. Ensuite, on a un retracement et si jamais l'histoire se répète, je vous fais la même chose. Je vous prends le plus bas ici, je vous prends le plus haut et là, ça va donner des objectifs monstres. Hein. Premier objectif, 25 $. Deuxième objectif, 40 $. Dernier objectif, si vraiment ici, on est en train d'assister à une méga accumulation institutionnelle avec un gros bull run, on pourrait avoir des objectifs entre 65 $ et 80 $. Et là, ça serait grosso modo les objectifs de sortie de cette grosse consolidation. Et là, faudrait pas hésiter à prendre ses bénéfices, hein, bien évidemment, parce qu'après, vous connaissez la chanson, ça serait un bear market par exemple. Ok, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je le rappelle en premier lien, en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, le VIP gratuit, l'accès au copy trading gratuit. Donc, à moins de vous former gratuitement, un accès à des vidéos exclusives gratuitement, le copy trading gratuitement qui vous fait gagner de l'argent sans rien faire. On a les résultats tous les mois ici qui tombent là dans le Discord et les témoignages aussi des membres qui partagent justement leur rendement mensuel, annuel, etc. Enfin, c'est des projections annuelles. Vous avez aussi les performances des backtests, bien évidemment. Donc tout ça, c'est 100% gratuit. Et ensuite, si vous voulez vous former à mes côtés, apprendre le trading, l'analyse technique, la gestion du risque, créer un
comprendre votre profil, créer votre propre plan, ça se passe dans l'école, avoir la formation également de l'école qui vous sera envoyée par mail, ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement, et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous seront proposées, qui elles ont des réductions, donc on a 36% de réduction sur l'offre de 12 mois, ici. Vous avez tous les descriptifs de l'école, une vidéo de présentation de l'école. Vous avez également la possibilité de rejoindre le Discord quand vous serez élève pour avoir la partie des élèves tout simplement, pour échanger avec les professeurs et moi-même. Et vous avez aussi les témoignages des élèves si vous souhaitez les lire directement sur la page de l'école ici. Et vous pouvez prendre votre abonnement quand vous le souhaitez, paiement encrypté ou en crypto, pardon, en carte bancaire, c'est vous qui décidez. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je m'arrête ici. Bonne journée, je vais poursuivre avec les élèves. On se retrouve demain. Ciao, ciao.